Pierre de Villeneuve. Le 11 août 1987, le corps d'une fillette de 4 ans est découvert au bord de l'autoroute A10 à hauteur de Suèvre dans le Loir-et-Cher. Les deux employés de la société Cofiroute retrouvent l'enfant enveloppé dans une couverture, son corps portant des traces de sévices et de mutilations. Rebondissement, 31 ans plus tard, les enquêteurs, avec l'aide d'experts en génétique, sont remontés jusqu'aux parents de la petite Inas grâce à un prélèvement ADN opéré sur son frère qui lui avait été arrêté en 2016 dans une autre affaire. Et grâce à cet ADN, on a pu identifier ce couple de sexagénaires originaires du Maroc qui hier ont été mis en examen. Ces experts, ils témoignent avec nous ce soir. Bonsoir Marie-Gaëlle Lepajolec. Bonsoir monsieur. Vous êtes la co-dirigeante de l'Institut Génétique Nantes-Atlantique, IGNA, à Saint-Herblain en Loire-Atlantique. C'est vrai que c'est étonnant 30 ans plus tard de dire l'ADN a parlé. D'accord, l'ADN a parlé, mais comment est-ce que vous avez fait ? Alors l'ADN a parlé parce que les cellules qui se trouvaient sur les scellés judiciaires, c'est-à-dire les objets qui ont été placés sous scellés par les gendarmes à l'époque des faits, donc ces cellules étaient intègres au moment où on nous a confié les scellés en 2007, c'est-à-dire bien après les faits, de nombreuses années après les faits. Ces cellules se conservent en fait, elles ne peuvent pas disparaître. L'ADN est une molécule qui peut se dégrader très rapidement si elle est mal conservée. Alors elle est mal conservée lorsqu'elle est en présence d'humidité, parce que lorsqu'il y a de l'humidité, les moisissures se développent et ces moisissures se nourrissent de matériel biologique, se nourrissent du sang, de la salive ou des cellules qui peuvent se trouver sur les scellés, et donc elles dégradent ces cellules et elles dégradent l'ADN. Comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'aux parents ? C'est-à-dire que la fillette, elle avait une identité avec l'ADN ? On a eu un prélèvement de référence de la fillette, un prélèvement qui a été réalisé sur son corps. Oui. Et donc, à partir de ce prélèvement-là, un prélèvement de cellules, on a pu mettre en évidence son empreinte génétique. Et puis après, on a analysé différents objets qui se trouvaient sur la scène de découverte du corps de la victime. Et en faisant divers prélèvements à divers endroits sur les objets, on a mis en évidence plusieurs ADN, plusieurs empreintes génétiques, et en comparant ces empreintes génétiques à celles de la victime, on a pu voir qu'il y avait des points communs. Et comme l'ADN est utilisé pour faire des tests de paternité ou des tests de maternité ou de filiation, eh bien on a pu déterminer que sur les objets qu'on venait d'analyser, il y avait l'empreinte génétique du papa, l'empreinte génétique de la maman. Parce qu'il y a un fichier, il y a un fichier avec toutes ces traces ADN en fait, c'est ça que vous nous expliquez. Non, absolument pas. Il n'est pas question de fichier à ce moment-là. Simplement, en regardant des empreintes génétiques d'un enfant et de ses parents, on peut savoir, on est capable de détecter les empreintes génétiques qui viennent du papa ou de la maman. En effet, l'ADN de chacune des personnes est composé à moitié de l'ADN de son père et à moitié de l'ADN de sa mère. Donc, lorsque l'on compare l'ADN d'une enfant à celle d'un de ses parents, on verra que la moitié de l'ADN, la moitié des empreintes génétiques sont communes. Alors très bien, on a bien compris, Marie-Gaëlle Lepajolec, qu'il n'y avait pas de fichier à ce moment-là, mais après, on a quand même dû faire référence à des données. Effectivement, les empreintes génétiques que l'on a trouvées sur les objets qui ont été trouvés à proximité du corps de la victime ont été envoyés au fichier national automatisé des empreintes génétiques, qu'on appelle le FNAEG, et elles ont été comparées aux empreintes génétiques stockées dans ce fichier. Et en 2017, il y a eu un match. C'est une comparaison, un match, c'est ça ? C'est une correspondance. Une empreinte génétique, c'est comme un code-barre. Et on s'est rendu compte que le code-barre mis en évidence sur l'objet trouvé à proximité de la victime collait avec le code-barre d'un individu qui venait d'être enregistré au FNAEG. Et cet individu-là, c'était le frère de la victime. Et à partir du frère, on a retrouvé les parents. Voilà, on a pu identifier, on a pu mettre un nom sur la victime et sur ses parents. À quel moment on est sûr à 1000% que ce sont bien ces personnes-là ? La technique des empreintes génétiques, l'identification par les empreintes génétiques est une technique très très fiable. Et à chaque comparaison que l'on fait, on associe un rapport statistique, un calcul qui nous permet de donner des résultats qui sont de l'ordre de 1 milliard. La certitude n'est pas un mot que l'on utilise dans nos expertises, mais lorsque l'on donne une valeur de 1 milliard, on peut se dire que ces valeurs sont proches de la certitude. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marie-Gaëlle Lepajolec.